The international system is facing accelerated transitions as competition between the great powers intensifies. Join this important dialogue with the Kingston Consortium on International Security. Comme Conley vous l'a demandé, mettez vos téléphones sous silencieux et puis n'oubliez pas qu'il y a des rafraîchissements dans le fond de la salle, donc vous pouvez reprendre des forces. Il y a des jus, de l'eau, du café. Nous allons faire des pauses, 10h45 pour la première pause, ensuite le déjeuner à 12h45, un petit peu plus tôt qu'hier, et puis nous ferons une pause finale dans l'après-midi avant la clôture de l'événement, avant la clôture de notre conférence. N'oubliez pas que nous avons également la possibilité de poser des questions à la fin des présentations. Nous avons un microphone volant qui va circuler dans la salle. N'oublions pas qu'il y a également des participants en ligne qui ont la possibilité de poser des questions s'ils le souhaitent. Ensuite, il y aura un petit sondage, un petit questionnaire, si vous voulez, qui sera envoyé après la conférence. Et nous avons vraiment intérêt, nous souhaitons lire votre retour d'information si vous avez des choses à nous dire. C'est très important pour nous, de sorte que nous puissions organiser la meilleure conférence possible en 2023, l'an prochain. Maintenant, si vous me le permettez, je vais présenter Madame Nancy Teeple. Ah, désolé, là vous êtes sous les spotlights, je ne vous avais pas vu. Nous avons Rock Pelletier, notre brigadier général invité aujourd'hui, et nous allons avoir pour modératrice Nancy Teeple qui va discuter avec lui. Nancy vient du Centre de recherche opérationnelle pour le Canada. Et elle travaille au Centre de garde terrestre de l'armée canadienne. Nombreuses publications concernant l'Arctique, concernant la sécurité de façon générale. Voilà, Nancy, sur ces quelques mots, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour ces aimables mots de présentation. Merci à Stéphanie et à Maureen d'avoir organisé ce formidable événement et de m'avoir invité à y participer. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le brigadier général Rock Pelletier, qui a été récemment désigné comme responsable du centre d'instruction de l'armée canadienne en juin. Le brigadier général a débuté sa carrière au Collège militaire royal du Canada à Saint-Jean-sur-le-Richelieu en août 1988. Après avoir obtenu sa commission d'officier, il a servi au niveau de peloton, de compagnie et de bataillon au sein du 22e régiment royal, et il a commandé le 3e bataillon et le 22e régiment, le groupement des facilitateurs de l'armée canadienne et le Centre canadien d'entraînement aux manœuvres. Il a également été commandant adjoint des opérations de l'armée américaine en Alaska et commandant de la 5e division canadienne. Et il occupe actuellement le poste de directeur général du renseignement des opérations et des plans pour le commandement des opérations interarmées du Canada. Il travaille également avec une institution américaine. Il a un diplôme en administration et en études stratégiques. Il va parler aujourd'hui de l'évolution des forces déployées dans la zone arctique. Il va parler de la déployabilité et il va nous parler de l'état de préparation, de la déployabilité, du maintien en puissance et puis voir également quelles sont les relations avec nos alliés et nos partenaires. Voilà, sur ces mots, j'invite M. Pelletier à rejoindre le podium. Merci beaucoup, Nancy. Très apprécié. As you notice, I'm a Vendu, so I was going to do my address in French. Alors, je pensais faire ma présentation en français, si vous êtes d'accord. Ça sera plus simple pour moi. Et sinon, vous devez vous accommoder de mon anglais. Je l'ai appris sur le tard.
et il n'a jamais été aussi bon que ce que j'aurais souhaité. I was impressed with the level of discussion we had yesterday. It was a great day, although I could not J'ai été très impressionnée par la journée d'hier. Ça a été absolument formidable. J'ai écouté avec attention certains des principaux échanges. Je pense que c'est un forum excellent pour évoquer les défis stratégiques qui se posent dans la région du Grand Nord et la région arctique. Nancy vient de le dire. J'ai plusieurs casquettes et une longue expérience. Aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de stratégie. Il y a plusieurs raisons à cela. J'aimerais me concentrer sur la 4e génération de déploiement des forces dans la zone arctique. Pourquoi? Eh bien, parce que hier, nous avons longuement évoqué les questions stratégiques. Beaucoup de terrain a été couvert avec une référence à la plupart des domaines concernés par la sécurité en Arctique. En revanche, peu de choses ont été dites sur les forces terrestres et donc je vais vous expliquer un petit peu ce que nous faisons. Par ailleurs, d'un point de vue tactique et opérationnel, compte tenu de la complexité des opérations dans cette zone du monde, je pense que ce serait très intéressant d'aborder cette question. Au cours de la conférence annuelle qui s'est tenue au mois de septembre aux Pays-Bas, il est apparu il est apparu très clairement que nos alliés de l'OTAN nous considèrent, nous, le Canada, l'armée, comme des experts de la formation dans le Nord. J'ai reçu de nombreuses demandes de la part des pays au cours de cette conférence. On m'a demandé, écoutez, quelles sont les opportunités pour que nous puissions venir au Canada et faire de la formation avec vous dans l'Arctique. Ils veulent apprendre la façon dont nous procédons. Alors, nous devons être francs et honnêtes. Nous n'avons pas toujours les capacités de le faire, mais le fait est que nous faisons beaucoup de choses et si possible, j'en parlerai ce matin. Enfin, comme vous le savez, cet après-midi, il y aura d'autres conférences des forces de défense. Et comme vous le comprendrez, je ne vais pas empiéter sur leur plate-bande. Je vais laisser la question des défis stratégiques à leurs bons soins. Ils aborderont ces questions de plus haut niveau. Donc, au cours des 30 minutes qui s'annoncent, je vais parler de la collaboration internationale dans la zone arctique, donc de cette coopération si importante. Et je vais parler du déploiement des forces terrestres, vous expliquer comment nous opérons, comment nous déployons nos fantassins. Première question, je vais aborder la question de la capacité des forces de terre dans cette zone avec l'aide du gouvernement pour les opérations conjointes et les exercices dans la région. Je vais parler de certains efforts qui sont nécessaires pour améliorer notre préparation afin d'opérer dans le Nord à l'avenir. Et puis enfin, si j'ai le temps, et j'espère que j'aurai le temps, je vous livrerai quelques réflexions sur la collaboration, la coopération nécessaire pour améliorer la sécurité dans le Nord. Et cela sur la base du document que j'ai rédigé lorsque j'étais à l'école militaire des États-Unis. J'espère que ça pourra alimenter notre réflexion sur la collaboration et la coopération. Je sais que certains d'entre vous ont passé une très bonne soirée sur cette petite croisière, que vous êtes peut-être fatigués. Alors, j'ai mis des photos dans ma présentation pour vous expliquer ce que cela signifie que d'opérer dans l'Arctique avec des images. Donc, si vous n'écoutez pas ce que je dis, eh bien, j'espère au moins que vous apprécierez la beauté de ces photos. Alors, comprendre l'environnement actuel depuis la Terre.
Dans le passé, les priorités ont fait que l'on a réduit la priorité qui était accordée à cette zone. Les questions environnementales, géopolitiques, etc., ont conduit l'armée canadienne à revoir sa politique de capacité au cours des dernières décennies. Nous nous sommes intéressés à tout cela sur la base de plusieurs engagements que nous avons pris liés au Grand Nord, liés également à la visite du secrétariat général de l'OTAN pendant l'été. Nous essayons vraiment de voir comment nous pouvons nous préparer à être plus réactifs. Et cela a été très, très bien souligné lors du dernier conseil militaire à Ottawa. Autre chose que nous devons dire, bien que le changement climatique modifie le paysage du Grand Nord, opérer dans cette zone restera très difficile pour le futur proche. Nous savons qu'il y a la fonte des glaces, nous savons qu'il y a un changement environnemental dans le Nord, mais ce qui ne va pas changer, c'est que ça continuera à être difficile pour nous d'opérer dans cette zone du monde. Et j'aimerais rappeler que l'on confond les opérations en Arctique et les opérations d'hiver. L'hiver, c'est une saison. L'Arctique, c'est une région. Ce sont deux choses différentes, comprenez-vous? L'armée de terre et nous tous devons être prêts à opérer dans la région arctique, sur la glace, sur la neige, pas simplement en hiver, à tout moment. Nous devons également être prêts à opérer en Arctique en été. Et sur la base de mon expérience, je peux vous dire que la vie sauvage en été est très difficile. Enfin, je veux dire, l'intervention, y compris en été, est très difficile. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les difficultés qui existent, mais sachez qu'en été, elles existent aussi. Avec la guerre à l'heure actuelle en Ukraine et les tensions à Taïwan, l'attention que nous accordons à certaines zones du monde va peut-être changer. Nous savons qu'il y a beaucoup de menaces et c'est pourquoi nous devons absolument préparer nos forces à faire face à ces menaces, y compris dans la zone arctique. Dans ce contexte de concurrence internationale qui pourrait conduire à une escalade totale vers un conflit militaire, nous savons très bien que les forces terrestres ont besoin de renforcer leurs capacités pour être absolument opérationnelles et efficaces afin de dissuader tout ennemi éventuel. Vous aurez vu certains articles où le chef des forces armées mentionnait cela, pas simplement à l'intention de l'armée canadienne, mais également à l'intention des forces étrangères. Le rôle des forces terrestres en opération dans la zone arctique, comme je l'ai dit, doivent intervenir avec le soutien des différentes politiques gouvernementales, donc agences, ministères, opérations conjointes, mandats concernant la sécurité dans tous les domaines liés à l'armée. Et les forces terrestres doivent être bien équipées, bien formées, avoir cette capacité de déployabilité, de maintien en puissance. N'oublions pas que le terrain est très souvent vaste et peu hospitalier. Une mission typique demandée aux forces terrestres, naturellement l'assistance humanitaire, les opérations de sauvetage, les grandes opérations de sauvetage, par exemple les catastrophes maritimes, aériennes, et puis le soutien à différentes opérations gouvernementales, y compris pour renforcer la souveraineté territoriale. Dans le domaine de la sécurité, les missions impliquent le renforcement des infrastructures, dissuasion de certaines opérations par d'autres acteurs. Notons que lorsque nous agissons dans le cadre de ces missions, les forces terrestres
doivent être autosuffisantes aussi longtemps que possible. Il faut donc s'adapter et les unités doivent s'adapter aux différentes zones de l'Arctique en fonction des zones d'approvisionnement. Nous en avons parlé hier. Nous avons besoin des communautés locales. Mais nous ne pouvons pas dépendre de ces communautés, sinon nous épuiserions les ressources de ces communautés. Et maintenant, j'aimerais parler de la formation parce que c'est quelque chose que nous faisons très bien. En tant que responsable du centre d'instruction de l'armée canadienne, naturellement, je sais très bien ce que nous faisons, je sais très bien comment l'armée canadienne est formée à la zone arctique. La première chose que vous devez savoir, les membres des forces terrestres doivent faire une formation annuelle. Ça, c'est le cours basique sur la survie dans un environnement hostile. C'est une formation de base, mais très importante. Ensuite, Platoon et d'autres feront d'autres formations, mais toutes les compagnies, tous les bataillons, tous les groupes doivent également suivre une formation. Donc, une formation pour les opérations en hiver. La plupart de ces opérations, de ces exercices, s'intègrent dans le cadre de l'unité ou de la brigade et dans le cadre des exercices d'hiver, ce qui permet à tout un chacun d'améliorer ses compétences en milieu froid à la saison hivernale. Pour ceux qui êtes ici, vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce que cela signifie, surtout lorsque l'on parle des défis stratégiques, mais opérer en hiver dans la zone arctique, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, ça consomme beaucoup de ressources et c'est très, très différent du type d'opération classique auquel nous sommes amenés à participer. Donc, c'est quelque chose à avoir à l'esprit lorsque l'on parle du déploiement des forces terrestres en zone arctique. La mise en place du centre CAF a vraiment été une bonne chose pour la formation. Ce centre d'instruction est excellent pour la formation des forces armées, pour permettre à ces forces d'avoir toutes les qualifications nécessaires à leur intervention dans toutes les zones de l'Arctique. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est un centre inclusif, c'est un petit centre, mais extrêmement bien organisé, bien construit, avec d'excellentes installations médicales, OBVTO6, TV, c'est-à-dire des véhicules, et tout le matériel nécessaire est spécialisé. Il y a des sous-unités de 100 à 200 personnes qui séjournent et qui garantissent donc la survie d'autres unités en Arctique. Et cela nous permet vraiment d'envoyer des unités avec beaucoup plus d'assurance parce que nous savons qu'il y a un backup. Ce centre de formation propose également différents types de formations pour aider, par exemple, la force armée aérienne. Par exemple, toutes les opérations de sauvetage. Et puis, nous faisons également des cours annuels de formation des armées. Ces formations incluent la participation d'autres services du CAT et notamment la participation internationale. Cela signifie que tous les ans, nous essayons d'avoir des partenaires et des alliés. Nous les invitons pour qu'ils fassent leur formation et ils rentrent chez eux avec ces qualifications pour former leurs propres troupes. Nous formons également 40 leaders par an à la planification, à l'expertise opérationnelle en Arctique. L'objectif ici est que les leaders au niveau junior soient équipés aux techniques de survie en Arctique. Et ça, c'est très important pour nous parce que cette expérience, ces connaissances sont ensuite transmises à leurs unités. Pour améliorer et développer
notre expertise pour le déploiement, la préparation et le maintien des forces en Arctique, eh bien, les forces armées canadiennes participent à de nombreux exercices de sauvetage. Je peux, par exemple, vous donner l'exemple des forces interarmées. Nous avons participé récemment à Otnanook, à une opération, donc d'août au mois de septembre. L'exercice a consisté à intégrer les ODG régionaux aux activités locales pour le passage nord-est. Et cela permet de garantir l'interopérabilité et notre promptitude à agir. Nous allons également participer à Otnanook-Levelek, à d'autres exercices, probablement en mars. Et cette fois-ci, nous travaillerons sur la base de l'intégration avec des forces internationales pour la défense et la sécurité, la défense des territoires. L'objectif, c'est d'avoir une interopérabilité conjointe renforcée. Nous allons également faire des exercices guerriers nordiques. Le nom est en français parce que c'est dans une zone francophone. Donc, nous allons utiliser les installations du centre de formation pour faire cette formation. Nous allons également déployer une compagnie au centre du Pacifique en Alaska avec la 11e division aérienne. Nous allons travailler à une opération de combat internationale sur cette zone et dans un cadre propre qui est celui de l'Alaska. Le programme arctique diffère du précédent et du suivant. Il est différent tous les ans. Tout dépend de notre plan de préparation et nous voulons toujours être alignés sur les capacités de nos unités. Dans un futur proche, mon équipe, avec CAF et les partenaires internationaux, envisageront les programmes futurs. D'ailleurs, nous allons commencer la semaine prochaine avec mes adjoints. Nous allons mettre en place un groupe conjoint pour synchroniser les activités dans le Grand Nord pour les 2 prochaines années. Notre concept de déploiement. Alors, la façon dont nous sommes structurés pour le déploiement est important. J'ai parlé des exercices, mais je n'ai pas parlé de notre façon d'envisager le déploiement. Première chose à dire, c'est que nous avons la chance d'avoir les rangers canadiens. Ils sont vraiment au cœur des communautés du Nord et nous essayons toujours d'approfondir nos grandes relations avec ces communautés. Nous travaillons beaucoup avec ces rangers, les seniors et les juniors. Pour ceux qui ne le savent pas, les rangers canadiens sont un groupe qui appartient à l'armée mais qui dépend du CAF. Donc, ils sont sous notre houlette par le biais de la CAF. Les rangers continuent à avoir une présence extrêmement significative et précieuse sur le terrain. Ce sont des observateurs, ils font de la surveillance, ce sont des guides. Ils font également du contrôle. Nous avons des interprètes parmi eux aussi et ils sont très importants pour les contacts avec les communautés locales. Ils sont prêts à aider les gouvernements locaux et les agences concernées. Et pour moi, je le dis sans problème, c'est vraiment une capacité unique propre au Canada. Sans les rangers canadiens, nous aurions vraiment beaucoup de mal à opérer de façon efficace dans le Grand Nord, dans la zone arctique. Donc, je leur tire mon chapeau, vraiment, bravo aux rangers canadiens. Autre groupe déployé, c'est la force de soutien par voie aérienne. Effectivement, nous avons un groupe de soutien, c'est-à-dire un bataillon platoon qui intervient dans les catastrophes aériennes. Ce groupe est composé de plusieurs équipes de parachutistes avec un très fort niveau de préparation et de déployabilité. Ils sont capables d'intervenir dans toute opération de sauvetage, où que ce soit sur le territoire canadien.
Et il travaille également avec le Warfare Center, c'est-à-dire un centre qui dépend du KFTC. J'ai eu la possibilité récemment de leur parler directement. Ce sont des hommes extrêmes, enfin des hommes et des femmes extrêmement bien formés. Deux autres groupes avec lesquels nous travaillons et qui sont également prêts, bien formés, prêts à être déployés, c'est la High Readiness Subunit, donc la sous-unité qui est une unité de réponse immédiate. Alors, on voit ces unités aider les Canadiens lorsqu'il y a des ouragans, des inondations sur le territoire, mais ils ont également une sous-unité prête à intervenir immédiatement dans la zone arctique. Ces sous-unités travaillent vraiment dans le nord. Ils sont spécialisés dans les opérations du nord et ils maintiennent à jour leur expertise. Et ça, c'est vraiment très important pour le futur du travail que nous menons dans la zone. Ensuite, nous avons un autre groupe. C'est une force armée classique, mais avec une spécificité. Elle est composée de réservistes de l'armée. Ils sont également formés à très haut niveau, comme les forces régulières. Et c'est une histoire à succès, vraiment. Ça a mis un petit peu de temps, mais cette unité est appelée à être déployée pour certaines opérations spécifiques, en général à l'avance. Et ce sont des unités qui sont toujours prêtes à partir. On les utilise surtout à partir du mois de mars, c'est-à-dire pendant la pause du printemps, lorsque il n'y a plus de cours. Et nos officiers, nos sous-officiers font un travail remarquable. Défis et opportunités maintenant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement mettre en exergue certains d'entre eux dont nous avons parlé hier. Pour le développement de nos forces en Arctique, il faut que nous ayons davantage de communication, il faut que nous renforcions nos capacités de formation aussi. C'est très important pour que toutes les forces terrestres soient en mesure d'agir où que ce soit sur le territoire et de quelque façon que ce soit dans la zone arctique. La plupart du temps, les opérations, comme je l'ai dit, sont très courtes et elles ont une période de déploiement très courte. Nous avons les ressources pour le faire, c'est pré-programmé la plupart du temps. Il y a beaucoup de planification, d'utilisation de bonnes ressources pour soutenir ces opérations. Mais reconnaissons-le, si nous devions partir en Arctique, déployer en Arctique pour une période longue et non définie à l'avance, alors ce serait très difficile. Il y aurait de nombreuses difficultés à surmonter. Je ne parle pas ici de la capacité. Il faudrait effectivement que nous soyons en mesure de combler tous les postes sur la durée. Il y a certaines missions clés comme la sûreté, la sécurité qui sont décisives, mais la question du commandement et du contrôle est également complexe. Il y a également toute la question de l'impact sur notre système de communication et sur la façon dont nous opérons. Donc, il faut absolument que nous améliorions nos systèmes de communication et de contrôle de commandement pour que nous puissions couvrir l'ensemble du territoire sur de longs délais. Et nous devons toujours travailler en collaboration avec d'autres services et avec nos alliés. Nous devons absolument insister sur le caractère de l'interopérabilité de nos forces. On ne peut pas agir seul dans notre coin. Nous devons toujours agir avec d'autres. Et ça, c'est fondamental. Et puis, la mobilité, naturellement, tout cela dépend des forces aéroportées, dépend de la période de l'année.
et de la mobilité opérationnelle tactique. Sans cela, il est très difficile de se mouvoir en Arctique. Pour ce qui est de la tactique au sol, nous utilisons beaucoup les véhicules spéciaux. Nous les utilisons également en été et nous avons des véhicules particulièrement conçus pour l'hiver. Nous devons utiliser des motoneiges spéciales pour l'Arctique. C'est ce qui nous permet d'améliorer notre présence sur le sol, mais il faut renforcer ces programmes pour garantir une meilleure présence et pour que nous puissions intervenir au moins au niveau des sections. Le problème des LOSV et des NTV, c'est que nous avons besoin de très nombreux véhicules pour pouvoir nous déplacer, pour pouvoir déplacer les troupes. Il nous faut des véhicules qui soient en mesure d'intervenir au niveau des sections. La durabilité, bien sûr, on l'a évoqué hier, l'Arctique manque des infrastructures clés pour garantir la durabilité des opérations. Donc, il faut un déploiement de force, certes, mais il faut envisager les choses sur la durée et c'est là que les choses sont difficiles. Je sais que certains collègues ici présents étudient les options possibles pour que nous concevions des systèmes d'observation, des systèmes logistiques, mais pour l'instant, c'est très difficile et naturellement, la solution ne peut pas venir de la CAF à elle seule. C'est une solution qui doit intégrer les différentes forces gouvernementales et il faut absolument compter sur les communautés locales. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Écoutez, je crois que ça va pour l'armée. Maintenant, je vais parler de la collaboration. Lorsque j'étais à l'école militaire des États-Unis, j'ai décidé de rédiger mon doctorat sur l'Arctique et j'ai mené des recherches approfondies sur la base de mon expérience en Alaska. Et effectivement, il y a eu un intérêt manifeste à l'égard de cette expérience et de cette connaissance de l'Alaska. Les difficultés ont été nombreuses, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, ce que je peux dire, c'est que chaque pays arctique a sa propre façon d'envisager la notion de souveraineté. Chacun a ses capacités, mais il est clair qu'il y a un vide. Il est très difficile d'assurer la sécurité de l'Arctique. On a parlé de NORAD hier. Effectivement, c'est un élément. Est-ce que l'OTAN pourrait être impliquée? Peut-être, mais tous les États de l'OTAN ne sont pas intéressés par l'Arctique. Certains, oui. Sur les 8 pays de l'Arctique, certains sont membres de l'OTAN, d'autres non. Et naturellement, la Russie est un problème. À l'époque où j'ai rédigé mon devoir, la situation avec la Russie était très différente et j'étais très optimiste. Je pensais que nous serions en mesure de collaborer avec la Russie pour les questions de gouvernance, pour les questions de sécurité en Arctique. Alors, je ne voudrais pas m'allonger, mais il y a un certain nombre de choses auxquelles j'étais attentif et je suis restée attentif pour avoir une approche opérationnelle qui pourrait combler ces lacunes. Et je crois que nous en avons parlé hier. Donc, le Conseil de l'Arctique est le bon forum pour ces choses-là, malgré que ce n'est pas forcément axé sur les opérations militaires. Mais ce forum nous offre de la collaboration pour le développement des ressources, l'expédition et d'autres ressources, mais je crois que c'est insuffisant. Grâce à mes recherches, j'ai compris qu'il nous faut une plus grande diplomatie lorsqu'on parle de l'Arctique. Et à cette fin, en fait, j'ai aidé à créer un conseil de la nation pour l'Arctique. À l'époque, je n'ai pas pensé à l'OTAN. Je sais que l'OTAN joue un rôle de plus en plus important. Est-ce que ce conseil de sécurité
pour y jouer un rôle. On ne sait pas, on verra après la fin de la crise en Ukraine. Est-ce que ce Conseil de sécurité de l'Arctique peut être sous l'égide de l'OTAN? Peut-être que oui, peut-être non. Mais je crois que les pays arctiques sont les mieux placés pour gérer les défis du Nord. Alors, c'était ma conclusion finale. Même si on avait ce Conseil de l'Arctique qui parlerait de gouvernance, entre autres, je crois que ce serait important pour la coordination des activités et la transparence de toute activité dans le Nord. Et ça va faire en sorte qu'on diminue les mauvais calculs militaires. Et à l'époque, évidemment, j'incluais aussi la Russie. Bon, au niveau opérationnel, d'après l'expérience de CAFATC Sud, j'ai mis sur pied un groupe conjoint dont les troupes proviendraient de toutes les nations arctiques et le leadership changerait pour donner une chance à chaque pays. On mettrait l'accent sur l'armée et l'aspect militaire. Les pays auront également la participation pan-gouvernementale. Par exemple, au Canada, ce serait les services frontaliers, Transport Canada, la GRC, la garde côtière. De mon point de vue, c'est un groupe de personnes, d'entités. Comment je pourrais le dire? Il s'agit d'un groupe pan-gouvernemental, mais de chaque pays. Ce serait un groupe de travail conjoint afin de synchroniser les activités militaires de tous les pays. C'était ça qui m'intéressait et j'espère que ça va générer de la discussion ou au moins quelques questions pour moi. Évidemment, je n'ai pas le temps aujourd'hui pour parler de tous les détails, mais au bout du compte, j'ai réussi mes études, j'ai défendu ma thèse et j'ai bien fait ça. Alors, mon analyse était clairement bien fondée. En tout cas, je le crois. En conclusion, la conduite efficace des activités arctiques, peu importe la portée des activités, exige une coordination avec les partenaires. Il faut la participation des agences, des ministères gouvernementaux. Il y a la question de notre relation avec les autres nations arctiques et il faut mettre l'accent sur la formation, les exercices et il faut que le tout soit appuyé par toutes les communautés. Que vous soyez membre des FAC ou vous êtes d'un pays arctique ou d'une autre branche de l'armée ou vous faites partie d'une autre agence gouvernementale, la Garde côtière, Transport Canada, la GRC et ainsi de suite, ou que vous soyez un membre d'un pays de l'OTAN ou d'une communauté locale, la compétition internationale créée par des acteurs, en fait, dont les intentions sont parfois mauvaises, nous force à travailler en tant qu'équipe. On veut favoriser un déploiement stable dans l'Arctique. Nous devons travailler ensemble. Et la seule façon de le faire, c'est de commencer à collaborer maintenant. Et je crois que c'est ça qu'on essaie de faire. Bon, le succès, si on veut avoir du succès, il faut maintenir ce que nous avons actuellement et ça, en fait, il faudra tout le monde ici pour qu'on y arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Major Général Pelletier, pour cette excellente discussion sur les menaces et les défis dans l'Arctique avec la participation des FAC et des partenaires. J'aimerais prendre des questions pour le général. Est-ce que quelqu'un aimerait commencer? Tout au fond, allez-y. Soyez gentil avec moi, s'il vous plaît, parce que d'habitude, j'ai mon sergent qui est derrière moi, vers qui je peux me tourner en cas de besoin. Merci.
Thomas de l'Université du Manitoba. Je ne veux pas commencer un débat jeudi matin, mais lorsque je parle à vos collègues dans la marine et dans la force aérienne, on me dit sans cesse que les chances d'un conflit à grande échelle terrestre dans l'Arctique est presque nulle. Alors, selon vous, où serait l'endroit des activités des forces terrestres? Est-ce que ça serait en Amérique du Nord ou ailleurs? Et sur votre liste de priorités, ça se trouve où? Bon, tel que j'ai mentionné dans mon discours, j'ai dit que ces forces à grande échelle, en fait, sont très peu nombreuses, mais on doit toujours se préparer dans le cas d'un scénario catastrophique. Et il faut prévoir le pire des scénarios parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, en fonction de notre politique de sécurité et de défense nationale, il est clair que la protection, la sécurité et l'engagement sont importants pour nous et notre sécurité, nos efforts de sécurité doivent être menés au Canada. Mais en tant qu'allié de l'OTAN, et on va sûrement en parler tout à l'heure si ce n'est pas déjà fait, je crois que le volet nord de l'OTAN est l'endroit où on pourrait nous demander de l'aide. Et ce n'est pas forcément dans l'Arctique, ça pourrait être dans le Grand Nord ou dans un environnement de conditions froides. Ça pourrait être l'extrême arctique. Ça serait très difficile de mener des opérations là-bas, peu importe les forces déployées. Depuis 20 ans, certains ont renforcé leur capacité terrestre, entre autres, pour travailler dans l'Arctique. Ils travaillent sur les brises-glaces. Ils travaillent sur les infrastructures et d'autres outils. Alors, je ne sais pas si ces autres pays veulent participer ou collaborer avec nous. Je ne crois pas, mais il faut y penser. Il faut commencer à y réfléchir. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais évidemment, le Canada serait parmi les premiers à répondre. Et je crois que la partie nord de l'OTAN serait la première ou deuxième priorité pour nous si on était obligé d'intervenir. Je suis d'accord avec vous. Certains disaient que le risque était zéro. Eh bien, j'espère que c'est le cas, que le risque soit très faible. Merci beaucoup. D'autres questions? Andrea. Merci beaucoup, Andrea Charon, l'Université de Manitoba. Mais nous sommes l'Arctique, n'est-ce pas? Ma question est la suivante. Maintenant que nous avons 4 opérations Nanook, en tout cas 4 exercices de l'opération Nanook, ça doit épuiser énormément les ressources quant à la planification et à la logistique. Étant donné que certains sont liés à d'autres ministères gouvernementaux, parce qu'ils font partie de ces exercices, avez-vous un plan pour déléguer une partie de cette planification à d'autres ministères gouvernementaux? Parce que ça pourrait être une occasion de commencer à alléger le fardeau de l'armée. Ah, c'est une bonne question. Je me tourne vers Jake. Il serait peut-être mieux positionné que moi pour répondre à la question. Au final, en fait, je vous donne ma perspective militaire. Est-ce que ça épuise les ressources ou pas? Eh bien, c'est une occasion de formation pour nous. C'est ça notre point de vue. Ce n'est pas quelque chose qui nous épuise. Il faut que nos forces soient capables de survivre à des conditions difficiles. Et on n'appuie pas toujours tous les 4 exercices Nanook. Non, c'est impossible. Mais on essaie de les appuyer dans la mesure du possible. Et la plupart du temps, récemment, on l'a fait grâce à notre compagnie des réservistes. Je crois que ces réservistes sont bien positionnés pour le faire et ça leur donne une occasion extraordinaire de se former pour être déployés dans l'Arctique. Et ils s'intègrent au GTF Nord et l'équipement gouvernemental.
Du point de vue de la planification militaire, ce n'est pas si pire parce que d'habitude, ces compagnies proviennent de l'une des divisions et d'autres joueurs rentrent en jeu. Il y a le COIC, entre autres. Bien sûr, il y a l'élément de la planification, mais je crois que c'est très bien organisé. Et l'avantage, il y a beaucoup d'avantages à avoir ces groupes à participer à ces activités. Bon, je n'ai pas participé de proche à la planification. Jake, voulez-vous ajouter quelque chose? Voulez-vous parler du point de vue euh, GTF Nord? Aussi d'autres agences gouvernementales y participent. J'imagine que oui. Désolé de vous mettre sur la sellette, mais je ne veux pas non plus vous voler la vedette. C'est vous le spécialiste. Oui, du point de vue de l'armée, notre planification est très importante. Nous participons aux 4 exercices de Nanook et on se tourne vers les ministères pour leurs idées et leur aide en matière de planification. On n'a pas exploré la possibilité de choisir un leader parce que Nanook relève des FAC. Je ne crois pas qu'ils ont leurs propres opérations séparées. Alors, on a choisi un modèle qui fonctionnait pour nous. Par exemple, l'opération Inuvialuit. Il y a Tagit, par exemple, qui aurait l'aide des territoires. Et pour d'autres opérations, on essaie d'avoir la présence de la GRC. Alors, on essaie d'intégrer les commentaires et de faire une co-planification avec les équipes. Mais c'est une idée fort intéressante. On pourrait peut-être nous brancher à quelque chose que quelqu'un d'autre mène déjà. Merci. Je crois qu'il nous reste du temps pour une dernière question. Oui, au fond de la salle, allez-y. Oui, bonjour, je suis des États-Unis, mais je travaille dans la stratégie. Vous avez dit qu'il est difficile de garder des forces sur le terrain pendant longtemps. Est-ce que selon vous, c'est un objectif à long terme afin de pouvoir envoyer des troupes dans l'Arctique et les garder là pendant longtemps? Ou selon vous, est-ce que les forces terrestres sont là plutôt comme étant un groupe qui est prêt à être déployé dans l'Arctique? Je crois que nous sommes plutôt en mode intervention. On ne passe pas au prochain niveau. Au bout du compte, on attend l'orientation stratégique. On regarde ce qui se passe dans le monde, on écoute les discussions avec l'OTAN et d'autres alliés. Au niveau stratégique actuellement, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Scott, est-ce que vous avez le nom? Mais en tout cas, ils travaillent sur un document stratégique qui soulignerait l'exigence de service pour les opérations, mais on n'y est pas encore. Du point de vue de l'armée, on met l'accent encore sur les efforts à courte durée, les déploiements à court terme plutôt, parce que c'est ça notre capacité actuellement. Si le gouvernement veut nous demander d'examiner un déploiement à plus long terme, dans ce cas-là, il faudrait qu'on retourne les voir et leur demander plus d'investissement et plus de ressources. Parce qu'à ce moment-là, l'infrastructure, le maintien en puissance et tout ça devront suivre. Et ça ne serait pas seulement au FAC de mener le projet. Il faudrait inclure tous les partenaires gouvernementaux. Il faudrait que ce soit une aspiration du gouvernement du Canada. Cependant, on attendra pour voir ce qu'ils disent. On attendra les directives et si les ressources suivent, on peut le faire. Mais je ne crois pas que c'est nécessaire pour le moment. Notre manière de faire actuellement, c'est-à-dire qu'on intervient et on se rend sur les lieux de temps à temps pour être présent pendant quelques semaines à la fois, à ce moment-là, on répond aux critères, aux exigences.
C'est ce qu'on nous demande de faire pour l'instant. Merveilleux. Merci beaucoup pour ces réponses et pour vos remarques. Merci pour vos questions. J'aimerais vous inviter maintenant à remercier le général Pelletier pour ses remarques aujourd'hui. Monsieur, quelque chose pour vous. Merci beaucoup.